Il est le maire de Dax, mais aussi le président de la communauté d'agglomération du Grand Dax. C'est un homme à double casquette. Il fait partie de LDVC, ce qui est une nuance centrale. On y reviendra. Il a été élu au premier tour avec 56% des voix, ce qui lui procure la majorité au conseil municipal. En effet, aujourd'hui, Julien Dubois est mon invité dans J'y comprends rien. Bonjour Julien. Bonjour. Allez, on y va pour le jingle. Nous allons interroger deux personnes. En effet, il n'est pas que maire de Dax, il est aussi le président de la communauté d'agglomération. Monsieur Julien Dubois est avec nous. Avec monsieur le maire, nous allons commencer par une présentation de la personne. Ensuite, nous aurons un débat sur un sujet que j'ai choisi. Puis, nous aurons les questions rapides. Vous aurez 10 questions où vous devrez y répondre le plus rapidement possible. Et nous passerons ensuite à monsieur le président où nous aurons une présentation de ce deuxième métier. Ensuite, un autre débat sur un autre sujet. Nous aurons les questions de Greg. Comme je vous le disais, Greg n'est pas là aujourd'hui, mais il m'a transmis des questions à vous poser. Nous aurons ensuite le jeu des chiffres avant de terminer sur votre carte blanche où nous pourrons parler de ce que vous voulez. Allez, c'est parti, on y va pour les présentations jingle. Présentation. Donc on va parler de vous, monsieur le maire. Donc, expliquez-moi ce qu'est ce parti politique LDVC. Ah, ce n'est absolument pas un parti politique. Je ne sais pas, vous avez trouvé ça, c'est peut-être sur les résultats électoraux, ce sont des classifications faites par la préfecture. D'accord. Pour effectivement donner des options aux personnes qui se sont présentées, mais c'est absolument pas un parti politique. D'accord. Et donc résultat, c'est central. Donc vos idées sont centrales, c'est ça ? Oh, écoutez, moi j'ai un parcours politique qui fait que j'ai pris ma première carte à 17 ans aux Républicains, et puis j'ai milité, j'ai évolué pour des raisons de problèmes de ligne avec l'organisation locale. J'ai quitté ce parti. Et aujourd'hui, nous avons remporté les élections sur Dax, je suis sorti de ce système de parti, partant du fait que pour porter un programme pour une ville, il n'y a pas besoin d'étiquette. Donc le programme que nous portons, il est lié à l'attractivité de la ville, il est lié à son développement économique, il est lié aux thématiques de sécurité, d'environnement. Mais encore une fois, pour une démarche municipale, il n'y a pas besoin d'étiquette. D'accord, très bien. Donc résultat, ma prochaine question c'était pourquoi ce parti, mais finalement c'est pas un parti. Et maintenant on va parler de votre fonction. Qu'est-ce que c'est d'être un maire ? Alors être un maire, c'est quelqu'un qui, avec son équipe, gère la ville afin que les personnes qui y vivent se sentent le mieux possible et des services pour leur permettre de bien y vivre et à leur disposition tout ce qu'on peut leur proposer dans le cadre des compétences qui nous sont données par la loi. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'un maire, il est indépendant ou alors il y a des choses qui font qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut ? Alors bien évidemment, il y a des lois qui encadrent toutes les actions et puis il y a surtout un conseil municipal qui vote les délibérations afin que les décisions soient prises. Un maire, et j'aurais dû vous le dire d'ailleurs en préambule, c'est quelqu'un qui travaille en équipe. Puisque nous avons été élus sur un scrutin de liste et il y a avec moi des 34 conseillers municipaux qui travaillent sur les dossiers, qui choisissent les options, qui choisissent les stratégies et qui permettent de monter les dossiers pour rendre encore une fois les services dans toutes les missions qu'une municipalité peut remplir. Ma prochaine question va être sur les jeunes. Est-ce que vous trouvez que Dax attire les jeunes ? Alors pas assez. Pas assez parce que Dax est une ville qui voit sa pyramide des âges augmenter et c'est vrai que dans notre programme et dans les actions que nous allons mener, le but va être par un regain d'attractivité de la ville de faire revenir d'une part des familles
des couples avec des enfants et aussi des étudiants, puisque c'est vrai que sur la ville de Dax, il y a quand même déjà à peu près 1200 étudiants, mais le but va être, avec l'ouverture de nouvelles formations et l'ouverture de nouveaux services pour ces personnes, d'augmenter le nombre afin que Dax soit une ville d'histoire, riche culturellement comme elle l'est, une ville thermale, puisque c'est un des sens essentiels qu'elle a, mais aussi une ville étudiante, parce que ce sont la multiplicité des facettes des habitants d'une commune qui font sa richesse. Comment on les attire, les jeunes, aujourd'hui ? Par des services, par des animations et par ces filières universitaires dont je vous parlais. Oui, d'ailleurs, il y a une université qui est en train de se construire au quartier de la Gare, c'est ça ? Voilà, c'est un campus plus exactement, avec différentes formations tournées vers les métiers du tourisme et des nouvelles technologies. Eh bien super, ce sera tout pour la présentation aujourd'hui. On va continuer avec la seconde partie. Cette fois, c'est la discussion et on part pour un jiggle. Les questions rapides. Allez, donc on repart sur le débat, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'abstention au vote qui est en ce moment très forte. En effet, monsieur le maire, vous avez été élu à 56% des voix, mais avec seulement 7194 personnes sur les 13 969 inscrits sur les listes, sur les 20 299 habitants de Dax. Ce qui vous donne donc 3690 votes pour vous. Ma question est la suivante. Ne pensez-vous pas qu'il faut y avoir une refonte complète du système électoral ? Stop, je fais une petite pause pour vous dire qu'en fait, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton record de la table, donc résultat, je n'ai pas le début de sa réponse, et donc je vais vous faire une petite synthèse. En fait, tout simplement, il me disait que c'était un vaste sujet et qu'en fait, il n'y a pas eu tant d'abstention que ça, parce qu'en raison de l'épidémie, tout le monde n'est pas venu voter, et que par rapport aux autres années, il y avait quand même eu un très bon résultat et que lui s'en satisfaisait. Il m'a dit que c'était aux politiques de refaire venir les gens au vote en les convainquant, en allant dans la rue, en leur parlant et en les faisant s'investir dans la vie politique. Participer d'une manière ou d'une autre aux prises de décision. Alors, moi je suis très attaché à la démocratie représentative, c'est-à-dire que les gens nous élisent pour que nous prenions des décisions en connaissance de cause, en étudiant les dossiers et en évaluant les différentes stratégies possibles. Mais il faut aussi, dans la durée du mandat, des respirations démocratiques, comme nous allons en proposer d'ailleurs prochainement pour la rédaction du projet urbain que nous allons proposer au Dacois. D'accord. Mais comment vous pourriez dire aux jeunes c'est important de voter ? Ah ben je leur dis à chaque fois que j'en ai l'occasion, je vous le dis à vous d'ailleurs, oui. Mais je crois que vous avez l'air assez intéressés par tous ces sujets-là. Les jeunes, effectivement, n'ont pas pour première priorité de participer au débat politique. Mais on a remarqué que sur certains sujets, ils ont la volonté de s'engager. C'est un engagement un peu différent que de celui d'adhérer, comme ce qui m'a concerné, je le disais tout à l'heure, à un parti politique, mais sur des thématiques comme l'environnement, comme la participation. On sent qu'ils ont des envies d'expression, mais qu'ils le font différemment. Donc il faut d'une part écouter ces différences d'expression, et d'autre part tout faire pour qu'ils comprennent qu'à un moment, il faut participer à ce qu'on appelle des élections, et que c'est là que les choix se font. Vous pensez qu'il n'y aurait pas eu le Covid-19 ? Il y aurait bien évidemment plus de participation. Ensuite, les choses sont ainsi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer les gens à aller voter, le vote n'est pas obligatoire en France. Et il faut et vous pensez qu'on devrait le mettre obligatoire ? Je ne pense pas que ça résoudrait les choses. Moi, je suis partisan de la conviction, de l'explication et de la pédagogie. Je pense qu'il faut faire revenir les gens au vote, non pas par des mesures coercitives, mais par l'envie. D'accord. Donc, c'est un travail de fond, bien évidemment, à mener. Il faut utiliser aussi les nouvelles manières de communiquer qui sont à notre disposition pour aller toucher les gens là où ils sont. Lorsqu'on fait une campagne, on a beaucoup de moyens de communication, on va voir les gens chez eux. Et je pense que c'est ce travail
nécessaire que nous devons accomplir en permanence, comment on va toucher les gens chez eux pour qu'ils prennent conscience des enjeux sur lesquels ils doivent décider. Donc vous pensez qu'aujourd'hui la façon de voter, elle est plus assez bien? Non, je pense que c'est une question de fond, c'est-à-dire qu'il faut que Oui. les gens s'y intéressent. Alors, je le disais tout à l'heure, nous avons un travail pédagogique à faire et puis il y a aussi une nécessité pour les gens de se prendre par la main et de se dire que si demain ils veulent critiquer une décision, il faudra qu'en amont ils puissent dire que voilà, ils sont allés voter et qu'ils ont fait un choix qui peut-être à terme n'est pas suivi. Les politiques d'ailleurs aujourd'hui ont un devoir, et nous y attacherons à Dax, d'appliquer vraiment à la lettre les programmes qu'ils ont proposés. Oui, 92 mesures pour vous. Exactement, 92 mesures pour nous, parce que sinon on accentuera ce décrochage. Il faut que les gens voient les résultats des politiques pour lesquelles ils ont voté. Des résultats concrets. Et donc, parmi vos mesures, il y a de l'écologie, surtout. Et, enfin, surtout, non, il y a de la santé, de la sécurité, il y a un peu tous les sujets. Il y a beaucoup de points, tous ceux qui permettent de redonner de l'attractivité à notre ville, en fait. Sur ce que vous appelez l'écologie, moi j'appelle ça les mesures environnementales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de mon point de vue, un élu moderne ne peut pas prendre en compte ce paramètre lorsqu'il prend une décision. Ça veut dire que du coup, l'écologie, les mesures environnementales, elles sont dans tout. Et sur tous les sujets, sur toutes les compétences que nous avons, quand nous décidons de quelque chose, il faut prendre en compte le respect de la planète, le respect des contraintes environnementales, afin que les décisions que nous prenons aujourd'hui n'aient pas des conséquences néfastes pour les générations futures. Est-ce que vous pensez que le fait que Europe Écologie Les Verts soit de plus en plus représenté, non seulement dans les municipales, là où on a vu qu'ils ont eu beaucoup de grandes villes, ce soit quelque chose qui fasse que vous allez faire plus d'écologie ou plus d'environnemental? Non, moi je ne m'attarde pas sur l'air du temps pour prendre des décisions. Le programme que nous avons proposé aux Dacois et pour lequel ils nous ont élus, ça a été le fruit de réflexions depuis de nombreuses années, de constats faits. Ça fait combien de temps que vous préparez votre programme? Alors, moi, je suis dans l'opposition depuis 6 ans, donc ça m'a permis d'étudier les dossiers. Et puis, à peu près 2 ans avant l'élection, nous avons lancé, par le biais de l'association Agora que j'avais créée, une grande démarche consultative. Et nous sommes allés à la rencontre des Dacois sur différentes formes, avec une plateforme participative, avec des ateliers de travail, pour les écouter et pour sonder les besoins qu'ils expriment pour leur ville. Donc en fait, votre programme est fait pour et par les Dacois. C'est exactement ça. Eh bien, c'est super. Eh bien, on va passer à un troisième temps de cette conversation où on va passer aux questions rapides. Il va y avoir 10 questions auxquelles il vous faudra répondre le plus rapidement possible et vous aurez le droit de vous stopper sur 3 d'entre elles en me disant simplement stop. Allez, c'est parti. Les questions rapides. Allez, c'est parti pour les questions rapides. Allez, donc là, il va y avoir 5 questions à propos de votre programme et 5 questions que je me pose moi tout simplement. Alors la première question, c'est rendre le bus gratuit dans tout Dax, c'est pour tout le monde? Ouais, tout à fait. C'est une proposition que nous avons portée parce que il faut changer les habitudes aujourd'hui sur les moyens de traverser notre agglomération. On a pour habitude et pour constat de voir qu'on est sur le tout voiture aujourd'hui. Donc pour arriver à faire changer les habitudes, pour permettre et faire que les personnes se déplacent différemment, eh bien, il faut leur proposer de nouveaux services. Donc la gratuité des transports en commun fera que beaucoup plus de personnes pourront bénéficier de ce service et s'en serviront. On a constaté d'ailleurs que sur les agglomérations où cette décision a été prise, c'est une augmentation partout d'à peu près 120% qui a été constaté. C'est-à-dire que c'est vraiment un moyen de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce moyen de transport. Donc en fait, le vide en ville va disparaître? Pas du tout, c'est-à-dire que le vide en ville est déjà gratuit, donc il est déjà dans le processus. Le but, c'est de garder le même système en améliorant parfois quelques lignes et quelques dessertes au fur et à mesure du changement des habitudes, mais de trouver les moyens financiers et juridiques de permettre cette gratuité pour tous. D'accord. La proposition 90, c'est d'engager le maire à exécuter son mandat jusqu'à son terme. Est-ce que c'est fréquent, les abandons de poste ?
C'est ce que nous avions constaté sur le mandat précédent, donc il me semblait naturel de repréciser que j'avais pris la décision d'effectuer le mandat dans son intégralité. Mais c'est de mon point de vue tout à fait normal. Et si jamais vous vous présentez aux législatives, ce qui peut arriver, vous privilégierez donc les législatives, et donc ça veut dire que votre mandat, ce n'est plus vous qui l'exécuterez, ce sera votre adjoint. Bien voilà, le meilleur moyen pour répondre à votre question et pour tenir la proposition que j'ai faite, c'est de ne pas me présenter aux législatives, que je ferai. Donc vous voulez rester à Dax, maire Exactement. de Dax. Très bien. La proposition 62, c'est d'armer la police municipale. Dans un monde où les armes par les policiers sont de moins en moins bien vues, est-ce que c'est une nécessité absolue ? C'est une nécessité parce qu'aujourd'hui nous avons une police municipale très efficace à Dax, d'ailleurs très compétente, qui intervient sur des missions liées à la société. Et il y a beaucoup de théâtres sur lesquels ils interviennent qui sont d'une part dangereux et d'autre part dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Et de mon point de vue, envoyer quelqu'un pour du maintien de l'ordre avec écrit police en grand sur l'uniforme sans armes, c'est lui faire courir un risque inconsidéré. Donc il me semble tout à fait naturel d'armer la police municipale, comme le font d'ailleurs la majorité des villes en France, toutes d'ailleurs, pas que les grandes villes. Oui. Ça semble assez naturel, d'autant plus que les policiers municipaux sont formés pour ça, sont suivis régulièrement et que tout est encadré pour que bien évidemment, comme pour la police nationale ou la gendarmerie, il n'y ait pas de dérive. D'accord, très bien. Vous comparez Dax aux autres villes au niveau des caméras de surveillance et vous la classez dernière. Dax est une ville en retard ? Oui, tout à fait. Sur la vidéoprotection, on a un maillage de la ville qui n'est pas satisfaisant. 14 caméras, c'est ça ? Oui, 14 caméras en ville et il y en a 13 de plus, mais dans un parking souterrain. Donc là, pour le coup, la couverture n'est pas suffisante pour permettre aux forces de l'ordre de faire un travail efficace. Ça permettrait quoi, ça ? Ça permet de faire un travail efficace, c'est-à-dire de pouvoir surveiller en permanence si des infractions sont commises et lorsqu'elles sont commises, de retrouver leurs auteurs. Donc il y a vraiment une nécessité aujourd'hui d'équiper la police municipale, mais aussi la police nationale qui peut se servir de ces enregistrements sur réquisition, de travailler efficacement avec des moyens modernes. D'accord. Augmenter le budget des routes et trottoirs, ça passera de 1,2 million à combien ? Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça le chiffre, c'est-à-dire que si on raisonne au niveau de l'agglomération du Grand Dax, puisque c'est là que s'exerce cette compétence, le budget est à peu près de 2,5 millions d'euros. D'accord. Et selon les analyses que nous avons faites, d'ailleurs avec les services là, depuis mon élection, il faut faire passer ce budget entre 4 et 5 millions d'euros pour avoir une efficacité suffisante. Et c'est vrai que la voirie, les trottoirs, ce sont des points sur lesquels les citoyens nous interpellent très régulièrement parce que c'est un des premiers services dont ils se servent. Donc voilà, il y aura un effort conséquent qui sera fait sur ces budgets. Alors en concertation avec toutes les communes de l'agglomération, puisqu'encore une fois, c'est à l'agglomération que cette compétence s'exerce pour que partout on puisse circuler avec des routes et des trottoirs de bonne qualité. Donc pour vous, la voirie en ce moment n'est pas assez bien dans le Grand Dax ? Tout à fait, c'est d'ailleurs un constat que font l'immense majorité des maires de l'agglomération. D'accord. Voilà pour les questions de votre programme. Maintenant, on va passer aux questions diverses. C'est un désert commercial, le centre-ville, pour vous ou pas ? Alors, c'est pas tout à fait un désert, puisque bien évidemment, il y a des commerces et des commerces de qualité qui y sont, mais on en a vu beaucoup et trop partir. Donc, il y a vraiment la nécessité d'un travail de fond, qui passera d'ailleurs par un réaménagement complet du centre-ville, le refaire en intégralité sur les espaces publics. Il y a une nécessité de travailler sur le logement en centre-ville aussi. Moi, je veux que des familles avec des enfants reviennent vivre en centre-ville. Il y a une réflexion qui doit se porter sur le stationnement. Et puis, comment on attire à nous de nouveaux commerces en centre-ville, comment on choisit des commerces de qualité et différenciants par rapport à une offre que l'on peut trouver dans les centres commerciaux. Voilà tout l'enjeu, voilà la tâche à laquelle nous avons déjà commencé à nous atteler et elle est immense. Est-ce que le maire de Dax est content du Grand Mail ? Le Grand Mail, il existe. Je crois que vouloir mener un combat contre le Grand Mail ne servirait absolument à rien. Le Grand Mail est une offre commerciale présente sur l'agglomération et nous, avec la refonte du centre-ville, nous devons proposer une offre qualitative et différente. C'est tout l'enjeu. Moi, je viens du monde de l'entreprise et lorsqu'on a un concurrent, il ne sert à rien de
pleurer contre lui parce qu'il existe. Il faut se battre avec nos moyens et c'est ce que nous allons faire. Est-ce que vous êtes pour ou contre la transparence complète de tous les politiques ? Aujourd'hui, je crois que ça ne fait plus débat, c'est-à-dire que tous les hommes politiques savent qu'on peut leur demander des comptes sur tout. Après, je pense qu'à tout ça, il faut mettre des limites, notamment celle de la vie privée, qui, bien évidemment, ne doit pas entrer dans le débat politique. Sur tout le reste, écoutez, moi, j'ai rempli ma déclaration à la haute autorité sur la transparence de la vie publique, comme la loi m'y invitait. Tout est sur la table. On sait aujourd'hui que lorsqu'on s'engage en politique et qu'on est élu, il faut tout mettre en transparence. Eh bien, c'est ce que je crois tous les politiques feront. D'accord, très bien, merci. C'est fini pour les questions rapides. Et maintenant, on va passer à vous, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, mais vous avez constaté que c'est la même personne. Oui. Résultat, nous allons passer donc à cette deuxième partie de discussion où nous allons parler de ces deux métiers, le président de communauté d'agglomération. Allez, jingle. Présentation. La première question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'un président de communauté d'agglomération ? Bien, c'est une collectivité qui est assez récente en fait à l'échelle de la politique nationale, mais qui en fait part du principe que de manière isolée, les communes ne sont pas en capacité de mener certains projets structurants. De ce point de vue, on a décidé de transférer des compétences au fur et à mesure de l'évolution des collectivités à cette collectivité qui est au niveau au-dessus, puisqu'elle regroupe plusieurs communes, 20 d'ailleurs pour la communauté d'agglomération du Grand Dax, afin que, unie, encore une fois, elle puisse mener des projets d'envergure que, isolée, elle n'aurait pu mener. D'accord. Et donc, le rôle de cette communauté d'agglomération, je vais y arriver, c'est quoi vraiment ? Alors son rôle, c'est de remplir les compétences qu'on lui a octroyées. On parlait de la voirie tout à l'heure, mais elle doit aussi s'occuper du développement économique, du suivi et de la construction d'équipements structurants, d'affaires sociales, d'une partie de l'accompagnement social et notamment l'aide à domicile. Elle a la compétence du tourisme et du thermalisme aussi. Elle a la compétence de l'enseignement supérieur, du haut débit. Voilà, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais au fur et à mesure de l'histoire, elle a pris effectivement pas mal encore une fois, de compétences. Et de ce point de vue-là, il était important que nous puissions mener avec les autres maires un projet cohérent sur les deux villes-centres que sont Dax et Saint-Paul et Dax, et puis sur les communes rurales qui sont autour. Est-ce que quand on est président, on avantage un petit peu sa commune ? Pas du tout, parce que ce qui guide un président de communauté d'agglomération, c'est l'intérêt communautaire. C'est justement de se situer à un autre niveau et de dire, écoutez, sur ce territoire plus large, comment est-ce qu'il faut que je fonctionne dans l'intérêt de tous ? Et l'intérêt surtout du citoyen, parce que qu'il habite à Dax, à Sieste ou à CIRES ou à Saint-Paul-et-Dax, il faut que les citoyens qui sont en fait sur un même bassin de vie puissent accéder à un niveau de service identique. C'est tout l'enjeu d'une agglomération. D'accord. Et donc, quand on gère une communauté d'agglomération, c'est quand même un grand rôle. Donc, on représente quand même beaucoup de personnes. Comment on fait pour satisfaire tout le monde ? Alors, le travail à la communauté d'agglomération, il a cette différence avec un conseil municipal, c'est qu'il réunit des élus de différentes communes. Et de ce point de vue-là, et c'est d'ailleurs sur ce programme que m'ont rejoint beaucoup d'élus communautaires, il faut être dans la concertation. C'est-à-dire qu'il faut être capable de dire je réunis les différentes instances du conseil communautaire et ensemble nous proposons des projets. Et il faut que nous soyons capables, entre nous, clairement, en toute transparence, de choisir les projets que nous lançons, ceux que nous lancerons plus tard et le cadre global dans lequel nous voulons nous inscrire. C'est un dialogue permanent entre élus qui doit guider nos choix. Eh bien super, et bien voilà, ce sera tout pour les questions concernant ceci. Et maintenant, on va continuer avec Monsieur le Président avec le débat jingle. Le débat.
Allez, on est reparti. Donc là, on va avoir un débat sur un sujet, encore une fois, mais là, c'est Monsieur le Président qui va me répondre. Et ce débat se portera sur le mouvement du 14 septembre. En effet, depuis quelques jours, des jeunes se mobilisent pour le droit de s'habiller comme ils veulent. À l'origine, ce sont des affiches publiées dans un lycée où la jupe était considérée inadaptée au lycée et au collège. Le ministre de l'Éducation parle de bon sens quant à la question vestimentaire, mais vous, Monsieur le Président, car en effet, ce sont une dizaine de collèges et lycées répartis dans tout le Grand Dax. J'aimerais avoir votre avis sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, alors pour le coup, les lycées et leur gestion n'entrent pas dans la compétence ni de la commune ni de la communauté d'agglomération. Mais bien évidemment, j'ai une vision et un avis sur le sujet que je vais vous donner. J'ai vu déjà une polémique, puisque c'est parti d'affiches qui avaient été apposées par les responsables de la vie scolaire au lycée de Borda, Oui. qui, de mon point de vue, a pris des proportions que même les auteurs à l'origine n'avaient pas prévues. Alors là, on entre de plein pied dans la magnifique histoire des réseaux sociaux. Oui. Et c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, quand même, il y a des sujets qui arrivent sur le devant de la scène, alors même qu'à l'origine, il y a quand même un phénomène plutôt local et isolé. Il y a quand même la ministre qui a soutenu ce mouvement. Ben, tout à fait, c'est-à-dire qu'on est arrivé à partir d'affiches qui avaient été apposées dans le lycée de Borda, à ce qu'une ministre réagisse. Sur le fond, très franchement, moi, je vais peut-être paraître vieux jeu, mais je pense qu'on ne s'habille pas pour aller au lycée comme on s'habille, par exemple, pour aller à la plage. Et que il ne me paraît pas choquant, le ministre a parlé de bon sens, celui de l'éducation nationale, celui-là, a parlé de bon sens, et là je souscris totalement à cette expression. Je crois que ce qui a crispé un petit peu les choses sur le fait dont vous parlez, c'est qu'en fait, on est montré des photos de tenues jugées incorrectes uniquement pour des filles et pas pour des garçons. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a peut-être eu une maladresse de la part des responsables de la vie scolaire qui auraient dû effectivement inviter à regarder ce qui ne va pas pour les deux sexes. Pour le reste, moi je serais toujours partisan du fait qu'il y ait des règlements intérieurs dans les établissements d'enseignement qui sont d'ailleurs co-validés par les enseignants, les élèves et les professeurs, et que comme dans toute société, il faut des règles. Il faut des règles que l'on respecte et ces règles permettent à tout le monde, en fait, non pas de priver de liberté, mais de bien vivre ensemble. D'accord, donc en fait, vous n'avez aucune autorité en tant que président ou en tant que maire sur ces affiches ? Ah non, aucune autorité. D'une part, elle relève, de mon point de vue, déjà du règlement intérieur de cet établissement. D'accord. Et puis en plus, après, au-delà de ça, au niveau politique, la gestion des lycées incombe à la région. D'accord, très bien. Bon, ça a été un débat très rapide parce que c'était très bien répondu et très bien résumé. Et donc maintenant, on va passer aux questions que Greg m'a données pour vous. Allez, on y va pour le jingle. C'est à Greg. Greg m'a demandé de vous poser, est-ce que vous êtes pour ou contre le RIP pour les animaux ? Alors le RIP, c'est un élément institutionnel qui peut permettre effectivement à une majorité de personnes de s'exprimer et en tout cas de mettre un sujet au cœur du débat politique. Sur les animaux, tout d'abord, moi je suis un farouche défenseur de la tauromachie. D'ailleurs, ça sera ma question suivante sur la corrida. Écoutez, voilà. On va répondre directement. Je viens d'y répondre. Je suis contre, bien évidemment, la maltraitance d'animaux dans un cadre qui n'y serait pas préparé. Je crois que là aussi, il y a des débats qui montent sans qu'on ait vraiment, pour ceux qui les ont lancés, tous les tenants et les aboutissants, et qu'il y a pas mal de caricatures dans tout ça. D'accord. Alors si on veut demander aux gens s'ils sont contre la maltraitance des chiens, des chats ou d'autres types d'animaux, bien évidemment une majorité de personnes, à part des gens qui sont des accès, répondront qu'ils sont contre. Si on demande demain qui est contre la guerre, je pense aussi qu'on aura une majorité de réponses favorables, et pareil pour la pluie. Donc, d'accord. Effectivement, qu'on donne la parole, je le disais, il faut des respirations démocratiques au cours d'un mandat. Il serait bon que
elles ne soient pas utilisées à trop mauvais escient. D'accord, donc pour vous, en fait, les réseaux sociaux ont joué un rôle là-dedans et donc ça a peut-être enflammé un débat qui n'aurait peut-être pas dû avoir lieu? Mais c'est toujours pareil, les réseaux sociaux, ils ont vraiment leur intérêt. D'ailleurs, moi, j'y suis dessus, je communique avec. Ils ont la faculté de pouvoir communiquer vers un grand nombre de personnes très rapidement. Ceci dit, ils peuvent, comme tout outil d'ailleurs, être utilisés à mauvais escient. Donc il faut toujours rester prudent avec ça et éviter de susciter le maximum de dérives. D'accord, très bien. Donc sa prochaine question, c'était donc sur la corrida, si vous étiez pour ou contre, et donc en même temps en étant landais, comment être contre une corrida? On doit pouvoir en trouver, et je respecte d'ailleurs toutes les sensibilités. Moi je suis favorable, j'aime la corrida, c'est culturel chez moi et c'est culturel chez tous ceux qui l'aiment parce que à un moment ils ont fait l'effort d'essayer de comprendre cette culture. Dans une corrida, il y a des codes, il y a des rites, il y a des principes qui font que la difficulté de l'exercice est plus ou moins appréciée et appréciable. Donc moi, comme je vous disais tout à l'heure, je tolère tout à fait que des personnes n'aiment pas ça et n'aient pas envie de comprendre ou d'essayer de comprendre cet art. Là où j'ai beaucoup plus de mal, c'est sur l'intolérance. C'est-à-dire que moi, je n'impose à personne d'aller voir une corrida et j'aimerais qu'on me laisse libre de le faire puisque, jusqu'à preuve du contraire, cet art et cette culture sont totalement autorisés par la loi. Oui, et ça a été un crève-cœur de devoir annuler ces corridas de la fête de Dax? Alors ça a été crève-cœur déjà de devoir annuler les fêtes de Dax. Oui, en général. Puisque là aussi c'est culturel et bien sûr. J'avais eu l'occasion de le dire à l'époque. Depuis que je suis né, je n'ai pas raté une seule édition des fêtes de Dax. Il a fallu une pandémie pour que vous le ratiez. Exactement, il a fallu cette sale pandémie pour que nous le fassions. Donc oui, annuler les corridas aussi, mais nous avons réussi en mettant en place les dispositifs nécessaires à en organiser une le 27 septembre et ça c'est vraiment une très grande satisfaction. Allez, maintenant on va passer au jeu des chiffres. Donc vous avez une feuille juste devant vous, vous pouvez la prendre, oui celle-ci. Allez, on y va pour le jingle. Le jeu des chiffres. Le jeu est simple, vous avez 3 chiffres devant vous, vous avez 3 significations et vous devez trouver à quoi correspondent ces chiffres et après on en parle ensemble. Donc vous avez le chiffre 10, 15 millions et 220. Face aux correspondances, le prix du centre aquatique de Dax, le nombre de bus Couralin roulant au biogaz et le nombre d'étudiants attendus au niveau du campus de Dax. Bon, c'est assez facile, en tout cas j'espère ne pas me tromper. Donc 15 millions, je pense que c'est le prix du centre aquatique de Dax, 10 le nombre de bus Couralin roulant au biogaz et 220 le nombre d'étudiants attendus au nouveau campus de Dax. Et bien c'est un sans faute. Et donc on va parler de ces 10 bus Couralin qui roulent au biogaz, donc c'est dans une démarche environnementale et est-ce qu'il va en avoir plus? Oui, alors le parc total des bus qui circulent sur le réseau Couralin est de 17. Donc là, on en a renouvelé 10, on a renouvelé les plus anciens en fait, qui vont effectivement rouler au biogaz. Il en reste 7, mais ces 7 avaient été renouvelés assez récemment et du coup, même s'ils roulent au diesel, ils satisfont aux normes Euro 6, les normes les plus poussées en termes d'antipollution et de rejet d'émissions polluantes pour du diesel. Donc ils correspondent quand même aujourd'hui à pas mal de normes environnementales. Et lorsque nous aurons à les renouveler, nous étudierons, comme ça a été le cas d'ailleurs pour le biogaz, nous étudierons les énergies qui seront disponibles sur le marché à ce moment-là pour évaluer le meilleur rapport environnemental, autonomie et coût pour que nous trouvions la solution la plus satisfaisante. Donc d'ici 6 ans, il y aura quand même les 7 bus de changer. Exactement, c'est à peu près à ce rythme-là qu'ils sont renouvelés. Oui. D'accord. Et c'est quoi l'intérêt du biogaz? Donc, à part l'environnement, c'est moins cher, c'est plus cher? Déjà, le gros avantage, c'est sur l'environnement, puisque c'est une énergie qui permet de réduire pratiquement à néant l'émission de particules fines. D'accord. Et qui diminue significativement les émissions de CO2. D'accord. Donc au niveau environnemental, ça fait vraiment partie des énergies qui polluent le moins. Au niveau du coût, non, ils sont un peu plus chers à l'acquisition, mais la région Nouvelle-Aquitaine propose des aides qui en fait
compense le surcoût par rapport à d'autres D'accord. types de véhicules, ce qui fait qu'à l'achat, c'est pratiquement la même chose. Et après, le kilo de biogaz et surtout l'autonomie qu'il génère est un peu plus intéressante aujourd'hui que l'acquisition d'un litre de gasoil. Donc c'est ce qui fait que ça va Donc à pouvoir être l'usage gratuit. et à l'entretien, c'est effectivement moins cher. D'accord, donc résultat, les bus c'est en partie grâce à ça que ça va pouvoir être gratuit pour tout le monde. Alors ils sont gratuits. Enfin, le fait de les mettre gratuits pour tout le monde, c'est surtout un choix politique et d'usage parce que il y a toujours des concessions à faire pour la collectivité. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les recettes de billetterie, alors que le budget du transport en commun des bus à Dax c'est à peu près 1,4 million, enfin un peu plus d'1,5 million d'euros. Les recettes de billets ne génèrent que 300 ou 400 000 euros. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut trouver. Et sur les usages, sur de nouvelles pratiques, on arrivera à diminuer la subvention nécessaire. 15 millions, c'est le prix du centre aquatique des Dax. Est-ce que c'est quelque chose qui était nécessaire à faire aujourd'hui dans Dax, un centre aquatique ? Alors, c'est un peu plus que ça en fait, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 16 millions, et puis il y a les abords à plus d'1 million, donc on sera pas loin de 18 millions de TTC, selon moi. Oui, écoutez, un centre aquatique, ça fait plaisir à tout le monde. Alors, c'est un équipement important pour une collectivité, parce que c'est ce qui permet aux élèves d'apprendre à nager. Et aujourd'hui, apprendre à nager, ça fait partie des connaissances, je dirais, nécessaires et de base pour un enfant, au même titre que savoir lire et savoir compter. Parce qu'il y a la mer à côté, donc... Oui, enfin, je trouve qu'il est peut-être plus facile d'apprendre à nager dans une piscine. Sûr. Apprendre à nager pour aller à la mer. Pour pouvoir effectivement aller à l'océan après, vous avez entièrement raison. Ensuite, c'est effectivement un équipement qui permet de faire du sport. Pour la plus grande partie de la population. L'exercice de la natation est très bon pour la santé, je ne pourrais que vous le conseiller d'ailleurs. Donc effectivement, cet équipement, ça permet de proposer au plus grand nombre de profiter de cette manière de s'exercer. Et donc c'est un équipement qui est très attendu en général par la population. Donc vous vouliez réattirer les familles, est-ce que c'est quelque chose qui va les réattirer selon vous ? Ça participe à ça. Alors vous avez noté que moi je n'étais pas à la jeunesse de ce projet, donc je n'ai pas pu en cerner tous les tenants et les aboutissants. Il y a quelques éléments qui dans sa conception, je pense, sont un peu insuffisants, mais malgré tout c'est effectivement un équipement structurant qui permettra de participer à la nouvelle attractivité de l'agglomération. D'accord, et donc 220 c'est le nombre d'étudiants attendus au nouveau campus de Dax. Pourquoi pas plus ? Parce que cette filière universitaire est en constante augmentation. Alors attention, ça c'est pas le nombre d'étudiants qui sont présents sur l'agglomération du Grand Dax. Non. C'est ceux qui seront dans le nouveau campus qui est construit à côté de la gare sur des filières spécifiques. Très précises. C'est 220 en plus. Je vous le rappelais tout à l'heure, on a quand même 1200 étudiants aujourd'hui sur l'environnement d'Aqua. Et le but, c'est d'augmenter encore en bâtissant des équipements structurants à terme, puisque on nous dit, selon les statistiques, qu'à partir de 1500 étudiants sur un territoire, il faut construire des équipements structurants comme un restaurant universitaire, un amphithéâtre ou des choses dans le style. Donc nous allons nous diriger dans cette voie-là. Nous allons continuer le travail qui a été fait dans ce domaine afin de participer à la vitalité de la ville grâce à ces filières étudiantes qui nous amèneront de la jeunesse. D'accord, très bien. Eh bien, c'est déjà l'heure de se quitter, mais avant, c'est votre carte blanche, monsieur Julien Dubois. C'est parti pour votre carte blanche et les jingles. La carte blanche. Je vais vous écouter et donc vous avez 10 minutes pour parler de ce que vous voulez. Vous voulez parler de quoi ? Écoutez, on a parlé tout à l'heure de cette grande satisfaction qui était la possibilité d'organiser une corrida dans la ville de Dax le 27 octobre. Je crois que, au même titre de tout ce qu'on a pu lancer dans le contexte bien contraint que nous connaissons en raison de la pandémie dont nous avons aussi parlé, la possibilité d'avoir lancé
des investissements sur les écoles, des investissements sur la vidéoprotection, des investissements qui permettent de remettre en valeur certains endroits et monuments de la ville, la possibilité d'organiser ces grands événements taurins. Voilà, ça c'est une satisfaction d'élu, au-delà des dossiers qu'il faut gérer au quotidien, de pouvoir se dire voilà, on lance les choses, c'est parti, on est là pour 6 ans, on va lancer de grands projets et avec les Dacois nous arriverons à redonner de la vitalité, de l'attractivité à cette ville. C'est toujours une satisfaction de pouvoir en parler et je vous en remercie. D'accord, super. Bon, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Espace Libre. Je vous dis au revoir et c'est parti pour le dernier jingle.